pas, mais... Bonsoir à tous, bonsoir mesdames et messieurs. Merci d'être venus si nombreux pour honorer enfin cette invitation que la Maison de la Poésie avait lancée à Paolo Rumiz avant la Covid. Et donc, je crois qu'on est très très heureux d'être ce soir avec vous, parmi vous. Et donc, Paolo Rumiz, de passage à Paris pour Italissimo et aussi au Festival du Livre de Paris dans le week-end, je ne sais plus quand. Vous, dans un premier temps, on va, si vous le voulez bien, vous montrer une espèce de petit clip qui a été organisé par un ami de Paolo qui est cinéaste, qui s'appelle Alessandro Scilitani. Ça va, j'ai bien dit ? Oui, merci. Et Alessandro a accompagné Paolo dans un certain nombre de ses voyages et a en particulier tourné le film sur la Via Appia, sur ce grand voyage dont il nous parlera sans doute tout à l'heure. Donc ils ont fait ensemble une espèce de mini-montage, ça dure 6 minutes, avec, vous le verrez, un certain nombre de thèmes qui nous permettront de dialoguer après la diffusion du film avec Paolo. Si je me souviens de tout ce qu'il y a dans ce film, qui, vous allez voir, est assez riche, malgré sa durée assez courte. Donc, messieurs de la régie, le film quand vous voulez. Higher, please. We are in the mountains. Alone? L'Europa è un promontorio frastagliato dove l'Asia finisce. È una terra verde ricca di popoli, fiumi, montagne e pianure che si protende con favolosi faraglioni verso l'oceano e il mare di mezzo. Nessuno te l'ha mai raccontata? Nessuno, nonno. Allora ci andiamo assieme e siccome ti piace la neve partiremo d'inverno da Berlino, città che fu distrutta e poi ricostruita e poi ancora divisa da un muro terribile, e passeremo per terre misteriose chiamate Moravia, Galizia o Transilvania. Come viaggeremo? Impara subito che nessun aereo ti farà mai entrare nel mondo. L'aereo non avvicina niente, noi faremo l'Europa in treno, con lentezza. L'impact psychologique de ces soldats qui partaient à l'attaque et qui se retrouvaient devant leurs camarades qui venaient de se faire massacrer. Le problème qu'ont eu aussi les Terre-Neuviens, c'est un problème de communication. Normalement, la première vague d'assaut était un échec, donc la deuxième n'aurait pas dû partir, mais on ne savait pas ce qui se passait. Donc le quartier général a décidé d'envoyer la deuxième vague d'assaut quand même, et voilà, ils ont eu le même souci que les soldats qui étaient partis avant. Ils se sont fait prendre par l'artillerie, par les mitrailleuses allemandes. Toutes ces pertes du 1er juillet pour les Terre-Neuviens n'auront servi à rien puisqu'il faudra 4 mois et demi pour prendre l'objectif qu'ils devaient prendre le 1er juillet. Non è possibile capire. Se cammini eretto, là dove loro sono andati strisciando come vermi, non puoi, se porti scarpe asciutte e vestiti puliti. Non ti avvicini alla realtà, se non porti 30 kg sulle spalle in silenzio assoluto per ore nella notte, se non dormi in un loculo gocciolante sotto un frastuono d'inferno e non ristagni per giorni nel fango accanto a morti insepolti, con una borraccia di mezzo litro e il cibo che non arriva.
L'île est un capteur dans l'univers qui l'entoure. Je veux dire par là qu'on n'a, pour ainsi dire, pas besoin de savoir, parce qu'on aperçoit. De là-haut, par exemple, je les vois, les officiers des navires qui repèrent ma lumière. Je touche le radar qui signale ma présence au navigateur. J'entends les cris des hirondelles qui mettent le cas sur ces rochers pour y passer la nuit pendant leur navigation. Je parviens à capter parfaitement Radio Malte qui diffuse les bulletins des déplacements des bateaux transportant les désespérés d'Afrique du Nord. Avoir la vision d'ensemble. Voilà ce que signifie pour moi la perception pélagique du monde. À Berlin, on ne peut pas le comprendre, ni même à Rome ou à Paris, parce que la culture y est une culture de terre ferme. On n'y a pas de visionnaires, on n'y a que des analystes dans leur fichu bureau d'études. Que savez-vous donc de l'Europe forte, vous, les enfants de brumes océaniques, avec vos poulets et vos porcs, vos rayonnages débordants de nourriture et vos containers? Comment pourriez-vous percevoir l'épuisement de ressources de la planète si vous ne passez pas une nuit en mer, frugale comme celle-ci, seule au milieu de l'orage? Comment pouvez-vous comprendre si vous ne venez pas écouter cet espace troublé, de plus en plus pillé et fatigué, cet espace qui fut jadis riche en filets et marchandises, et qui, aujourd'hui, nous parle davantage de notre avenir que vos calculs sur le PIB. Voilà. Donc, plein de... Oui, on peut remercier Alessandro. Plein de thèmes, plein de livres, plein de voyages, plein d'ambiances, plein de questions aussi. Et aussi des questions que nous nous posons et sur lesquelles Paolo va peut-être bien vouloir nous éclairer. Avec en fil rouge cette présence de la musique dont peut-être il nous dira un mot tout à l'heure parce que c'est très important ce rythme, cette adéquation entre la marche, l'écriture et la musique dans la démarche de Paolo. Alors, il y a 4 séquences, comme vous l'avez vu dans le film. Une première séquence avec un orchestre qui est très cher au cœur de Paolo, dont il va nous dire un mot. Un orchestre constitué de jeunes de l'Europe entière, sauf la France. Hein, il y en a, ça y est maintenant. Parce que quand j'y suis allé, quand je les ai vus à Douine, il n'y avait pas de jeunes Français dedans. Maintenant, donc, des jeunes de toute l'Europe. Et Paolo a accompagné cet orchestre. Je ne sais pas si tu continues ou si... voilà. Donc pendant longtemps, Paolo et l'orchestre se sont produits ensemble dans des salles de spectacle un peu partout ou sur des scènes où moi je les ai vus dans la rue à Trieste sur une scène avec des textes que Paolo avait prévus et écrits, donc qui, comme vous l'avez vu, dialoguaient avec la musique. Qui avait comme sujet l'Europe. Et qui avait comme sujet l'Europe, puisque la première fois que je les ai vus, moi, c'était les gares. Tu parlais des gares comme porte de l'Europe. Donc cet orchestre, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui. J'ai vécu, bonsoir, j'ai vécu 5 ans avec 4 étés. 5 étés, avec une orchestre qui a une spécialité absolue. Elle renaît chaque année avec de filles et de garçons nouveaux qui sont sélectionnés dans les plus importantes villes du continent. Et les jeunes sont appelés pour se retrouver un mois ensemble, pour se connaître et pour jouer ensemble. Et moi, j'ai vécu ces miracles, qui est une métaphore magnifique de ce que l'Europe pourrait vraiment être, c'est-à-dire des langages différents, des écoles musicales différentes, mais surtout aussi des civilisations différentes, des pays différents qui sont souvent été ennemis depuis longue tradition. Mais quand ils se retrouvent, tous les obstacles, toutes les frontières tombent. Et les différences produisent harmonie, produisent la musique, une belle musique. Et voir cette métamorphose
dans de jeunes qui, comme vous avez vu, c'était des jeunes très jeunes, c'est-à-dire entre les 12 et les 20 ans. Et voir cette métamorphose de ces gens, de ces jeunes garçons et filles, c'est émouvant. Et surtout, on voit le public qui écoute ça. À la fin, ils sortent du théâtre avec une lumière différente dans les yeux. Donc, ils ont peut-être compris ce que l'Europe pourrait être, beaucoup mieux que dans les discours des politiciens. Et c'est un vrai engagement de la part de Paolo, ce n'était pas juste comme ça, donc il dit 5 ans. Et moi, j'ai assisté aux répétitions, j'ai assisté au travail avec des textes soit écrits spécialement, soit choisis par Paolo. Et je voudrais qu'on revienne un peu sur le petit texte là, qui est dans l'extrait, où donc c'est le grand-père qui parle à son petit-fils et qui lui dit qu'il va l'emmener en voyage. Ça aussi, c'est une belle histoire, c'est une belle métaphore, et c'est quelque chose qui te tient évidemment très à cœur. C'est aussi un projet que je veux réaliser dans quelques mois avec mes 3 petits-enfants. Je veux leur enseigner l'Europe, leur enseigner la différence qu'ils habitent, et surtout les habituer au voyage, au discours du déplacement. Chaque jour, on va dans un autre endroit, et les soirs, on se raconte des histoires. Je pense que c'est quelque chose que je veux que reste dans leur mémoire. Et on part de Berlin, parce que Berlin, oui, parce symbolique. J'ai toujours eu un problème. Donc, j'ai vu que l'Europe n'a pas un récit. Elle a un tragique manque de récit. Il y a un seul bureau à Bruxelles qui s'occupe de l'image de l'Europe. Donc, je me suis dit, il faut savoir la raconter d'une façon qui est capable de émouvoir, on peut dire. Émouvoir, oui. Les gens, montrer passion pour une idée qui a été une grande idée, hein, parce qu'après un siècle, après 50 ans de désastres, l'Europe, qui a été le continent le plus meurtrier de l'histoire, a eu un changement incroyable en proposant ces projets de paix uniques au monde. Donc, je me suis dit, il faut que les écrivains se sentent engagés pour trouver la bonne, efficace façon de raconter l'Europe. J'avais discuté à propos de ça avec le président de la République autrichienne, Alexander von der Leyen, je le confonds avec Ursula. Van der Bellen, oui. Et j'ai eu l'idée de raconter l'histoire à mon petit enfant et lui dire, bon, je t'accompagne. Quand il me demande, grand-père, qu'est-ce que c'est que l'Europe, je lui dis, bon, on part ensemble, je te la montre. Et alors on a fait ces voyages imaginaires dans un train qui passe les frontières, un voyage en hiver, qui part de Berlin et arrive à Istanbul. Le voyage de Paolo Rumi est un voyage con lentenza, j'adore. Oui, un voyage en lenteur. Oui. Voilà, en lenteur, pas d'avion, pas d'autoroute, pas de choses rapides, voire même, et on y reviendra tout à l'heure parce que vous avez vu la séquence, un voyage de préférence à pied, y compris sur des milliers de kilomètres. Donc, séquence avec cet orchestre. Tu as fait aussi un livre sur l'Europe qui est sorti en Italie il n'y a pas si longtemps, où tu racontes à ta façon cette histoire de l'enlèvement d'Europe. Oui, il est important que je vous parle de ça dans la Maison de la Poésie, parce qu'il s'agit d'un livre qui a été écrit en endécasyllabes, mais qui ont été cachés dans la prose. Donc c'est une prose apparente, mais chaque période, comme se dit, chaque phrase est composée de endécasyllabes à son intérieur. On peut saluer la performance de la traductrice d'ailleurs, parce que Béatrice Vierne, qui est la traductrice attitrée de Paolo et qu'on peut saluer ici, a fait un travail admirable parce qu'elle
elle déguise d'une certaine façon les endécasyllabes de façon à ce que ça n'effraie pas le lecteur français qui se dise « Oulala, c'est de la poésie, ça va être terrible ». Or, pas du tout. Non. Elle était enthousiaste de traduire ça. Je lui ai donné beaucoup de liberté. Mais, ça sort l'an prochain, je crois. Oui. Ici. Donc, c'est l'histoire d'une jeune réfugiée de guerre syrienne qui s'enfuit d'un bordel où on l'a laissée comme esclave. Et elle s'enfuit vers le rivage de la mer. Elle trouve de 4 argonautes, on dit, argonautes occidentales, qui la prennent dans le bateau et qui part avec eux. Elle s'appelle Europe. Et puisque les Européens ont perdu le sens de leur destin dans le monde, et même les noms de leur continent, ils le redécouvrent grâce à cette jeune femme qui s'appelle Europe. Et quand elle voit pour la première fois d'une île, d'une montagne, d'une île, elle voit finalement le continent, elle chante son bonheur, la fin de ses malheurs, d'une façon tellement émouvante que les 4 marins se disent bon, il faut donner à notre continent le nom de cette femme. Donc c'est une façon d'écrire à nouveau l'histoire de l'enlèvement d'Europe dans les mythes qui est bien connu dans les mythes grecs. Vous savez peut-être l'histoire. C'est une des dimensions de l'œuvre de Paolo, c'est effectivement l'Antiquité gréco-romaine qui est très présente dans son œuvre, dans son travail et dans sa pensée, et revisiter les mythes, effectivement. Le mythe fait pour être revisité. Oui. Alors, oui, je voulais aussi ajouter que, surtout dans un moment comme ça, où l'Europe est silencieuse, où l'Europe se tait d'une façon effrayante, face surtout à la crise en Ukraine, quand tout semble perdu, il ne te reste que le mythe. Donc c'est la dernière chose à laquelle on peut se raccrocher pour retrouver le sens de notre destin. Alors, la deuxième séquence que nous avons vue, alors là, je veux dire que tu vas nous donner aussi des explications. Donc, on est sur un champ de bataille. Hein, où ça exactement ? Sur la Somme. Voilà. Sur la Somme. Bataille donc sur la Somme. Donc après la plage où tu vas la plage, c'est les bouches de la Somme. Voilà, voilà. Et puis il y a alors cette histoire, j'avoue que j'ai pas compris, avec les Terre-Neuviens. Qu'est-ce que c'est que cette histoire des Terre-Neuviens ? Ah bon, c'est une technique de bataille que les généraux français avaient tenté de mettre en pratique, mais qui a été pas efficace. Et le 1er juillet ? Je ne sais pas, j'ai oublié ce moment exactement. D'accord, tu n'as pas visionné les rushs. Non. Et donc, ce qui est très impressionnant, c'est le champ de bataille. Et c'est là que je voulais t'amener, si j'ose dire. C'est ce champ de bataille où on voit encore clairement les impacts des obus de la guerre de 14. Oui, mais le moment plus fort de ce voyage sur le front occidental de la Première Guerre mondiale, j'ai visité aussi le front oriental qui était aussi important parce qu'il y avait des signes qui parlaient déjà de la guerre en Ukraine. Et beaucoup moins connu ici. Il y a 12 ans. Non, il y a 9 ans. Et donc, qu'est-ce que tu m'as demandé ? Le champ de bataille, oui. Les obus, etc. Oui. Oui, la chose qui m'a plus émouvé, c'est Verdun, où dans la forêt de Spincourt, il y a une prairie dans le bois qui s'appelle la prairie au poison. Et le
le chef, le responsable d'un grand mouvement écologique qui s'appelle Robin Les Bois, nous a portés dans ces endroits où l'arsenic est toujours là après un siècle. Et les animaux le boivent, et les hommes qui chassent les sangliers qui boivent ces poisons le mangent. Donc la guerre, a dit ces messieurs, la guerre vit toujours. La guerre est toujours là. Et aussi dans la Somme, il y a une partie du territoire où les femmes enceintes aujourd'hui ne peuvent pas encore boire l'eau du communal, l'eau publique. Public, oui. Oui. Donc ces traces de la guerre sont des traces tangibles. Si, parce que c'est une guerre de position. Donc les deux armées sont restées dans le même endroit 4 ans et demi, presque 5. Tandis que dans le front oriental, la situation est complètement différente. On a eu des mouvements très importants. Donc les signes de la guerre sont différents. Sont très différents parce que si en France et en Belgique, la guerre est une mémoire structurée, c'est bien montré dans les musées, mais c'est très bien pour comprendre ce qui s'est passé, mais en même temps, on a l'illusion que la guerre est une chose des musées, quelque chose qui ne retournera presque jamais. Tandis que dans le front oriental, on a cette impression de continuité du désastre qui commence en 1914 et qui continue aujourd'hui. Alors ça, tu en as fait un livre, tu es effectivement un des seuls à être allé sur toutes ces zones de combat à l'Est. Si. Ça a donné donc un livre absolument magnifique qui s'appelle « Come cavalli che dormono in piedi », pardon pour mon accent affreux, c'est devenu en français « Comme des chevaux qui dorment debout ». Et donc Paolo a refait le parcours, parce que c'est vrai qu'on parle toujours Verdun, etc., mais on connaît très mal ici, en Europe de l'Ouest, ces fronts qui te touchent en plus personnellement pour des histoires de famille, même si je me suis trompé. Non. Et tes grands-pères ne sont pas tous morts là-bas. Mon grand-père, moi je suis triestain, donc jusqu'en 1918, Trieste a été autrichienne. Et mon grand-père a dû partir pour la guerre sous les drapeaux autrichiens. Même s'il parlait italien. Voilà, tu avais deux grands-pères, l'un italien combattait du côté des Italiens et l'autre du côté des Autrichiens. L'autre avait choisi de s'enfuir en Italie pour combattre pas contre son frère, mais contre l'armée où servait son frère. Contre les Autrichiens, oui. On appelle ça ici des malgré nous. Oui, voilà. exactement. Les Alsaciens. Je l'écris dans les préfaces. Ouais, absolument. Et tout fait livre, effectivement, chez Paolo, c'est cette manière de revisiter les mythes, ses voyages. Donc, vous savez qu'il a commencé sa carrière comme grand reporter à La Repubblica, où il a notamment été envoyé sur des terrains de combat, et en particulier dans ce qu'on appelle maintenant la guerre en ex-Yougoslavie. Il est aussi allé en Afghanistan. Donc, il y a cette expérience directe, avant même de commencer sa carrière d'écrivain voyageur, il y a cette expérience directe, comment dirais-je, à force avec l'italien, je me perds, cette immersion dans la guerre, sur les terrains, effectivement, qui t'ont permis de relativiser et ensuite Mais surtout de comprendre que ce que j'ai compris, je le comprends encore mieux aujourd'hui, c'est que l'Europe, dans les Balkans, a perdu son innocence. Parce qu'elle a accepté la logique des combattants et elle a accepté un schéma, on dit un schéma de paix qui partait de la division ethnique. Donc s'il y a la division ethnique, alors il y a la paix. Mais ça veut dire une contradiction totale avec l'esprit de l'Europe. Donc je dis que nous avons perdu l'innocence ce temps-là et c'est la raison pour laquelle maintenant nous ne pouvons rien dire face à la prétention de Poutine de diviser les Russes et les Ukrainiens dans le territoire de l'Ukraine moderne.
parce que nous avons déjà laissé que ce type de destin s'accomplisse dans le Kosovo et avant, dans la Bosnie. Alors il faut savoir aussi, puisqu'on parlait tout à l'heure de tes origines, que tu as une sensibilité particulière, puisque le nom même de Paolo Roumis vient à l'origine de Roumélie. Tu vas nous expliquer un peu ce qu'est la Roumélie. Moi j'ai vérifié maintenant, c'est une province de la Bulgarie, mais c'était bien plus vaste à l'époque. Donc oui. Roumis de Roumélie. La Roumélie, c'était la partie européenne de l'Empire turc. L'autre était l'Anatolie. Et mon nom vient de ça. Il y a beaucoup de chrétiens qui habitaient dans l'Empire ottoman qui ont préféré aller à l'ouest pour se protéger de la tyrannie turque. Et quand il arrivait à l'ouest, on les appelait les Roumels, les Roumils, les Rumises. Les Rumises. Oui. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils arrivent à Trieste, qui est une porte d'entrée assez particulière aussi, dont tu rappelais l'histoire tout à l'heure. Trieste qui a changé de propriétaire, si j'ose dire, jusqu'à assez récemment, puisqu'elle a rejoint l'Italie seulement dans les années 50, après avoir été yougoslave. Oui. Elle a fini par être libérée des Allemands par les Yougoslaves. Elle est restée yougoslave jusqu'en 1954. Ma grand-mère a changé de drapeau 6 fois entre 1918 et 1954. Donc à moins qu'en demi-siècle, 6 fois on change de nation. On était autrichien, après italien, après allemand, après yougoslave, après anglo-américaine et à la fin italien. Et forcément, ma grand-mère, qui avait vécu les siècles les plus tragiques de l'histoire, peut-être, elle avait, ça m'émerveillait beaucoup, une idée presque comique de l'humanité qui était capable de faire tous ces changements en restant toujours la même. Donc, elle voyait cette tragédie comme une comédie. Donc, j'avais aucune idée de la tragédie qui s'était passée avant ma naissance. Un exemple, après la fin de la guerre, tout le monde faisait de grandes fêtes pour célébrer le retour de la paix. Et dans ma maison, après ma naissance, je me rappelle, il y avait toujours chaque samedi, chaque dimanche, il y avait beaucoup de gens qui venaient pour cuisiner, pour danser, pour chanter, pour jouer l'accordéon, pour se raconter des barzellettes, comme se dit, des blagues, oui. Et je me rappelle que l'homme qui était plus capable de communiquer sa joie, qui draguait des filles, qui jouait l'accordéon, qui racontait des blagues, c'était un juif survécu à Auschwitz. Donc imaginez-vous comment pouvais-je comprendre la tragédie qui venait de passer. C'est vrai que Trieste est vraiment une ville métisse, multiculturelle, pluriethnique, etc., avec une forte présence évidemment, une énorme communauté. Il y a quelques jours, j'ai rencontré un ami qui m'a parlé dans une seule phrase en 4 langues. Il m'a dit L'Echaim. Il a soulevé son verre avec du vin et il a dit L'Echaim, qui est un juif, c'est à la santé. Hébreu, bonne santé, oui. L'Echaim, Moulo, qui veut dire garçon dans le dialecte de Trieste. Se čujemo, en croate, on se verra. Tomorrow. C'est sûr qu'une histoire pareille, ça relativise évidemment toutes ces notions de frontières. Et surtout l'idée de nation. De nation, etc. que tu combats. Alors, d'où aussi peut-être cette passion des frontières. Paolo Roumis est quelqu'un qui voyage sur les marges, sur les frontières, sur les routes, sur les cimes aussi, tous les moyens de communication et à la fois des moyens d'exclusion ou d'inclusion. Et il y a un voyage, moi, qui me touche énormément, c'est celui que tu as fait, donc c'est la 3e séquence de notre film, sur cette Via Appia. Donc on parlait tout à l'heure de ta fascination pour l'Antiquité. Paolo, vous le savez peut-être, a refait le voyage d'Hannibal
à travers les Alpes. Ça a donné aussi un très beau récit de voyage. Et donc il y a cette histoire de Via Appia. Tu l'as fait quand, dans quelles conditions, à pied? Et donc ça a été filmé par le même Alessandro. Et il y a 3 DVD. 3 DVD qui ont suivi cette aventure assez extraordinaire, je dois dire. C'est le symbole de quoi, la Via Appia, pour toi? C'est le symbole de l'Italie oubliée, de l'Italie qui a peu de respect pour son héritage historique, mais en même temps qui garde des beautés inconnues, cachées, que nous avons trouvées tout le temps. C'était un voyage, j'aime dire, sur la ligne de partage entre la merveille et, come si dice, l'indignation. L'indignation. Oh bon. Oui, chaque jour, j'ai senti ces deux sentiments en même temps. Donc, une terre qui a été vraiment bouleversée par le béton et en même temps reste très belle. Donc, rappelons que la Via Appia va de Rome à jusqu'à Brindisi, oui, dans les Pouilles. Oui, dans les Pouilles, où il y a les points d'embarquement pour l'autre côté, vers l'Albanie, où elle continue sur le nom de Via Egnatia, qui arrive jusqu'à Istanbul, où la voie de la soie commence. Donc c'est quelque chose de très différent du chemin de Saint-Jacques, qui porte vers le néant, vers l'océan. Après Saint-Jacques, après le cap sur les falaises, il n'y a plus rien. Tandis que quand on arrive à Brindisi, on peut imaginer encore un voyage et après encore un autre. Et surtout, on se rend compte d'être dans le cœur de la Méditerranée. Et la Méditerranée, il faut que je le dise, que je le répète 1000 fois, nous oublions toujours. Nous qui regardons à l'Amérique comme modèle de démocratie, nous oublions que la Méditerranée a été la cuvée, on dit la cuvée? Non, l'Asie, le berceau. Le berceau, oui, le berceau de la démocratie, de la philosophie et du droit. C'est une marque identitaire fondamentale pour nous définir. En retournant à l'Ukraine, qui est toujours dans ma tête, je me rappelle quand votre président Macron, notre président Draghi, avec Scholz, l'Allemand Scholz, sont allés dans le train de nuit jusqu'à Kiev pour porter leur solidarité à président Zelensky. Je me suis dit, voilà, une très belle image, mais il est très facile de se définir face à un ennemi. Si tu te définis contre quelqu'un, tu comprends ce que tu n'es pas, mais tu ne comprends pas ce que tu es. Et alors, il est toujours important de dire qu'est-ce que nous sommes, qui est notre mère, d'où venons-nous. Et nous oublions toujours ça. Quand nous repoussons les Syriens, ils viennent de la même terre d'Europe, de la même. Et il n'y a pas de frontière entre nous et l'Asie. La seule frontière est l'Atlantique. Donc je dis toujours, je l'ai dit aussi à Ursula von der Leyen le 9 janvier de cette année, je lui ai dit, il faut mettre plus d'Europe dans notre atlantisme. Sinon, nous serons effacés du vent de l'histoire. C'est un peu ce qu'a dit le président Macron récemment et qui a suscité quelques polémiques. J'ai envoyé ce livre qui parle aussi des racines de l'Europe au président Macron, qui m'a remercié avec un autographe, avec quelques lignes pour disant oui, c'est la route à suivre. J'aimerais juste qu'on revienne un petit instant sur la Via Appia, parce qu'il y a quelque chose qui est très très intéressant. Toi qui es un homme des frontières, des limites et des routes, c'est les moments où elle disparaît, la Via Appia, et vous vous bagarrez pour la retrouver. Car effectivement, il y a des tronçons de la Via Appia, quand on part de Rome, c'est facile, elle est belle, il y a les monuments, etc. Mais il y a des moments, comme on le voyait dans le film, où vous marchez dans les champs.
Parce que la Via Appia, elle a été complètement négligée, abandonnée, et il n'y a plus rien. Oui, dans les cartes d'il y a 60 ans, elle est encore là. Donc, il fallait retrouver les cartes anciennes pour retrouver la route, qui depuis 2 siècles n'avait pas été parcourue en marche. Donc, nous avons découvert, après quelques jours, que nous étions les premiers, après des siècles, à retourner sur cette route fondamentale, qui est la première route du monde, peut-être, qui est connue n'importe où. Donc, on a senti immédiatement le désir de redonner ces patrimoines oubliés à la nation. Oubliés et confisqués, et à même. Le monde aussi. Il y a des morceaux qui ont été privatisés. Je veux dire, les gens se sont arrogés des morceaux de la Via Appia. Oui, pour arriver à la fin, nous avons marché presque 50 kilomètres plus que les Romains. Parce qu'on a dû faire des tourniquets, contourner des obstacles. Quelquefois, ça a été un voyage dangereux. Il y avait des chiens, hein. Il y avait la camorra qui était là. Mais quand on marche à pied, on a moins de problèmes que si tu marches, que si tu te bouges, que si tu bouges en voiture. Et quand même, il y a une conséquence positive, c'est que l'État italien, après ton Odyssée, a fait un effort pour restaurer, etc. Donc, ce n'est pas gratuit. Non. Les travaux commencent pour redonner unité et continuité au parcours. On dit parcours? Oui. Les travaux commencent en septembre. Donc, finalement, après 8 ans, ça bouge. Et est-ce que l'Europe a participé au financement? Non, je ne crois pas. Même pas? Non. Tu vois, il y a des limites. Alors, il faut signaler que ce voyage à pied sur la Via Appia a fait un livre qui s'appelle Appia, qui est paru donc chez l'éditeur de Paolo Arto et qui va sortir ou qui est en train de sortir actuellement en folio. On a essayé de coordonner les choses. Et je voudrais aussi dire, ça c'est un petit clin d'œil, il y a eu un autre livre sur la Via Appia qui a été un succès de librairie en France, mais le projet de Paolo est antérieur parce que son livre sur la Via Appia était sorti en Italie bien avant le livre de notre confrère. Vous avez échangé le livre d'ailleurs, donc ils ne sont pas fâchés, mais on fait un petit cocorico italien en faveur de Paolo. Une fois n'est pas coutume, on dit que les Français sont chauvins, mais vous voyez là, c'est à l'envers. Autre séquence dans ce livre, dans ce film, pardon, c'est le phare. Ça, c'est important. Donc cette séquence. Donc à l'origine, il y a un vrai séjour que tu as effectué dans un phare en Méditerranée. Dans un phare dont je ne révèle pas. Je révèle pas les noms. Et c'est amusant parce que Paolo Rumiz, écrivain voyageur, mobile, marcheur, etc., s'enferme volontairement, se reclus dans un phare au large des côtes ex-yougoslaves, mais donc on ne lit pas, pardon, en pleine mer, pardon. Et je me souviens que tu avais raconté que à l'origine, tu avais peur de ne pas avoir de matière, tu n'avais pas emporté assez de carnets. Parce que Paolo a toujours des carnets dans ses poches, et il avait peur de ne pas avoir assez à écrire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est quoi? Ah bon, j'avais peur aussi de la dépression. J'avais porté avec moi des livres. 20 livres, une vingtaine de livres, et naturellement avec 60 kilos de nourriture et 20 litres de vin. 3 semaines? Hein? 3 semaines? Un mois. Un mois, oui, je ne suis pas tombé loin. Beaucoup. 60 litres de vin pour un mois? Non, c'est pas beaucoup, 20 litres. Oh, pardon. Oui. 20 litres. 60 kilos et 20 litres. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tu as eu trop de livres et pas assez de carnets. Le directeur de mon journal, qui m'a fait faire un hebdomadaire, comment on dit un feuilleton. Un feuilleton, oui. Dans la Repubblica, en l'occurrence. Dans la Repubblica, oui. Il avait beaucoup de confiance en moi, mais il m'a dit, permets-moi d'exprimer un doute. Qu'est-ce que tu peux écrire dans un lieu où rien ne se passe? Oui, parce qu'il faut dire que chaque été, pour expliquer à nos amis, chaque été, pendant 15 ans, Paolo publiait dans la Repubblica un feuilleton hebdomadaire donc, du voyage qu'il avait effectué au printemps. Donc c'était une espèce d'envoyé spécial, et ensuite il racontait dans la Repubblica ce qui a été la matrice aussi des livres. Fin de la parenthèse et pardon.
Donc le directeur de la Repubblica... Et moi aussi, j'avais un doute. Mais j'étais tellement fatigué, parce que la même année, j'avais fait tout le front de la guerre mondiale dans 1 mois et demi. Donc je suis arrivé épuisé à la maison, et je devais partir pour le grand voyage d'été. Et j'ai dit, bon, ce temps-là, je vais faire un voyage immobile. J'ai dit au directeur, un voyage immobile. Mais je suis parti avec des doutes. Non, j'ai porté des livres, j'ai porté des médecines contre la dépression, imagine. Mais tout seul il y avait le gardien qui ne parlait pas ma langue. On communiquait avec les mains, avec le visage, avec la mimique des yeux et avec le vin. Oui, très important. Il me portait des langoustes, je lui donnais de vin, je faisais du riz à l'italienne. Et bon, la découverte, j'ai lu aucun livre, rien, 20 livres pour rien, parce que les choses qui s'est passées dans ce lieu où, théoriquement, rien devait se passer. Il y avait vraiment un événement chaque 10 minutes. Le vent changeait, les oiseaux faisaient des tours sur l'île absolument incompréhensibles et inattendus. Le gardien sortait de la mer avec des poissons que j'avais jamais vus. La tempête arrivait, des brouillards arrivaient. Au milieu de la nuit, il y avait des chutes de pression impressionnantes qui te réveillaient. Et après, surtout, l'absence totale de réseau. Donc, il n'y avait pas d'Internet, pas de téléphone, rien. Et ce silence a multiplié, on peut dire, ma capacité de perception. Je voyais beaucoup de choses autour de moi que normalement je n'aurais pas vues, mais surtout, je pouvais écouter beaucoup de choses qui s'est passées dans moi. Et c'est des choses que j'ai découvertes aussi dans mon tour dans les monastères. J'allais t'en parler, ça ressemble à une réclusion volontaire, oui, ton phare. Oui. C'est la fascination, on peut dire, du périmètre qui s'est emparé de moi, qui était un nomade. Donc je me suis demandé, mais pourquoi je me sens si bien ici, sans bouger, même si l'île, qui était très petite, mais 1 kilomètre, 200 mètres de largeur, mais en moi, n'était pas suffisante pour l'explorer complètement. Incroyable, mais c'est comme ça. Mais oui, j'ai vécu des moments où mon imagination s'emparait de moi, sans aucune logique. Par exemple, un matin, avant le matin, je suis allé aux côtés de la lampe du phare. Qu'on a vu dans le film, oui. Oui. Et j'ai constaté que le soleil, en sortant de la mer, éteignait le phare. Mais après quelques jours, dans un monde comme ça, tu commences à penser avec une façon beaucoup plus primitive, superstitieuse peut-être. Et je me suis dit, et si c'était le phare qui, en s'éteignant, permettait au soleil de sortir? Et alors tu commences à produire dans ta vie quotidienne des petits rituels pour favoriser la continuité de la vita. Pour favoriser la continuité de la vie. La suite de la vie. C'est peut-être, par exemple, allumer un feu pour inviter le soleil à retourner. Parce que ce que j'avais appris de mouettes, dont il y avait 3000 mouettes dans l'île. Tu les as comptées? Oui. Non, mais je sais. Il y avait beaucoup de petits qui naissaient entre mes pieds. Je les voyais passer entre mes pieds. Ce que j'ai vu, c'est que les mouettes, muettes ou mouettes? Mouettes. Les mouettes, oui. Chaque soir, elles pleuraient
pour la mort du soleil, comme s'ils étaient incertains. Et si demain, il ne retourne pas, il ne revient pas. Donc j'ai vécu ça, j'ai vécu cette angoisse pour... j'ai compris que la vie, vraiment, c'est un cadeau. Et je l'ai compris beaucoup dans ces lieux. Il était temps que tu rentres. Qui me donnait une centralité. Oui. Il ne fallait pas rester trop longtemps parce qu'on l'aurait perdu là. Non, il aurait fini gardien de mouette. Ça, pas du tout. Je ne voulais pas retourner chez moi. Ça prouve aussi qu'un grand écrivain n'a pas forcément besoin de sujets mouvants, spectaculaires, énormes, etc. Dans l'humble, dans la répétition, dans le quotidien, dans la réclusion, dans cette espèce d'ascèse en fait à laquelle tu t'étais volontairement soumis, tu as trouvé une inspiration aussi vaste qu'à Apia, à Istanbul ou dans tous tes voyages. Et le seul problème, c'est que c'était moi qui devais me filmer. Je plaçais mon caméra. Il n'y avait pas Alessandro là. Non, il n'y avait pas. Je lui ai porté le résultat de mes reportages et après il a construit le film. Donc ça a donné un livre, un très beau récit de voyage immobile qui s'appelle Le Phare et qui est publié, qui est traduit aussi en français, qui est en folio en l'occurrence. Et puis, le temps hélas défilant, j'aimerais qu'on aborde Le Fil sans fin, ça tombe bien, donc qui est ton dernier livre paru ici à la rentrée littéraire. Donc Le Fil sans fin, c'est une aventure, on peut le dire, où tu t'es lancé à travers tous les monastères ou les principaux monastères franciscains d'Europe. Non, bénédictins, oui, je les confonds tous à chaque fois. Les bénédictins, pardon. Pourquoi les franciscains? Je ne sais pas. Bon, bref, les bénédictins. Comment t'es venue cette idée? Comment ça s'est fait, etc., etc. Ah oui, c'est toujours les idées qui s'emparent de toi. C'est pas toi qui les cherches. Donc dans cette situation, c'est Saint Benoît qui m'a traversé la route. Il t'a appelé? Oui, peut-être. Bon, je sais pas. Mais je pensais pas spécialement croyant. Non, tout à fait. Je pensais pas à lui. Je marchais sur la ligne de faille du tremblement de terre italien 2017. C'est Arezzo? Amatrice, 200 km à pied. Et depuis les montagnes des Apennins, je suis descendu 1000 mètres jusqu'à Nursia. Et Nursia qui a été presque détruite dans la place principale, entourée d'églises qui s'étaient assises sur eux-mêmes. Il y avait la statue de Benoît, patron d'Europe, qui restait intacte. Donc je me suis dit, voilà un message. Miracle. Voilà, non pas un miracle, un message. Et les voyageurs sont habitués à ces messages, qui même si tu sais qu'ils viennent de ta autosuggestion, ils sont toujours véritables, tout de même véritables. Parce qu'ils donnent naissance, ils te donnent l'élan pour d'autres voyages. Et alors je me suis dit, qu'est-ce qu'il veut me dire? Il veut me dire qu'il m'indiquait les ruines, il m'indiquait peut-être l'Europe va retourner au temps des ruines. Ou bien il me dit le contraire, c'est-à-dire même si les ruines retourneront, moi, je reste intact. Donc ma règle reste intacte et ma règle est toujours importante dans l'Europe d'aujourd'hui. Je préférais la deuxième interprétation et je me suis aussi demandé s'il y avait un lien entre le tremblement de terre et les mouvements des moines qui, dans l'Apennin, avaient une densité unique au monde. Et je me suis dit, oui, il y a un lien. Parce que deux gens qui, dans le 5e siècle après Jésus-Christ, après la fin de l'Empire romain, dans un moment de désespoir en Europe, avaient osé de rebâtir, de recommencer, de sauver la culture,
avec une détermination absolue, devaient être des hommes habitués à répartir des zéros. C'est-à-dire, les hommes qui habitent dans un lieu séismique sont plus durs que les autres. Ils sont habitués à répartir. Donc, on comprend, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est mon idée. Et donc, après, c'est cette illumination. Je suis allé dans un monastère où on m'a indiqué la possibilité d'un voyage européen. Et ces voyages européens m'ont donné aussi l'idée d'autres racines importantes de l'Europe. Le monde bénédictin, ce n'est pas un ordre, c'est un désordre démocratique. C'est-à-dire, c'est le contraire du centralisme, c'est un modèle fédéraliste qui est vraiment un modèle, pourrait être un modèle pour nous aujourd'hui. Une chose importante, c'est c'est les concierges. Quand tu entres dans le périmètre de l'abbaye, il y a cet homme qui est là, à la frontière du dehors et du dedans. Et je le trouve magnifique, parce qu'il te dit, il ne te demande pas quelle est ta religion, mais il te dit, il te regarde avec un œil sévère et un peu ironique, et il te dit, si tu veux rester ici quelques jours, tu peux, mais tu dois suivre notre règle. Donc, une métaphore magnifique de ce que l'Europe devrait être aujourd'hui. Oui, ouverte, hein, mais vigilante. Oui, sans barbelé, mais en même temps vigilante et très consciente de son identité. Et de ses valeurs. Plurielle. Et de ses valeurs. Et de ses valeurs. On est d'accord. Ce qu'il y a de frappant quand on t'écoute et quand on te lit, c'est qu'il y a une cohérence extraordinaire, je trouve, dans ta pensée, dans ton cheminement et dans ton travail et dans tes livres. Non pas, certains pourraient parler d'obsession sur l'Europe, puisque c'est vraiment le leitmotiv qui revient et que tu cherches ou que tu trouves partout. Mais moi, je suis frappé à chaque fois de toute cette cohérence, effectivement. Et sans tomber dans le mysticisme, il y a des signes. Et je crois que tu es quelqu'un qui voit les signes ou qui va chercher des signes là où le vulgum pecus ne les verrait pas. Tout le monde n'a pas des apparitions de Saint-Benoît. Pour terminer, est-ce que tu as des projets en cours, forcément, dont tu souhaiterais nous donner l'avant-première, la primeur ? Il y a deux romans des histoires d'amour très bouleversées. Alors oui, là, c'est un scoop. Hein. Mais qui part d'une histoire qui m'a été racontée et que j'aimerais développer avec ma fantaisie. D'accord. Et aussi, je voudrais porter mes petits-enfants voyager. Le fameux voyage. Les fameux voyages. Et parce que je sais que quand je voyage avec eux, c'est beaucoup plus ce que j'apprends de mes enfants que mes enfants puissent apprendre de moi. Même si je pense que je suis un bon conteur d'histoires. C'est pas nous qui dirons le contraire. Mais leurs questions orientent ta prose et ton imagination beaucoup mieux de n'importe quel livre. Mais tu as déjà voyagé avec tes fils à vélo jusqu'à Istanbul. Ah oui, c'était une histoire, ça encore. Non, le premier voyage, ça a été quand j'avais 50 ans. Et mon deuxième fils, mon cadet, m'a demandé bon, papa, avant que tu deviennes sénile, oui, une ruine. Oui, il a dit une chose comme ça. Il faudrait faire un voyage ensemble. Mal élevé. Et il avait 16 ans. Quand on te demande une chose pareille, dans l'âge de l'état de la crescita, non, de la croissance, en pleine croissance, c'est quelque chose qu'il ne faut pas ignorer. Et alors on a pris le vélo et on est allé à Vienne. Une semaine, et dans cette semaine, beaucoup de choses
ont changé entre nous. Dans vos rapports? Le rapport, oui, entre père et enfant a changé, devenu le rapport entre le vieux loup et le jeune loup. On s'est, de temps en temps aussi, on s'est engueulé, mais ça a rendu plus fort notre rapport. Et surtout, on a ce souvenir qui est seulement nôtre, dont maman n'a pas aucun rôle, l'autre frère rien. D'accord. Il est important, je pense, d'avoir un rapport avec chacun de ses fils, trouver un mois, une semaine, quelques jours pour rester seulement avec un de deux ou de trois ou de quatre. L'autre, tu l'as pas fait avec l'autre fils? Oui, je fais un T'as fait voyage aussi. avec lui aussi, mais ça n'a pas produit un livre. Ah, ça marche pas à tous les coups. Il y a quelque chose qui me frappe aussi, on en avait déjà parlé je crois une fois, c'est que donc, tu es triestin, venu avec une famille venue de Roumélie, etc. etc. Spontanément, lorsque tu te tournes vers quelque part, c'est plutôt vers le nord, vers la Mitteleuropa, vers les montagnes, vers les Dolomites. On a l'impression que tu es plus proche de ce milieu européen, effectivement, que du reste de l'Italie, que du sud de l'Italie, qui, elle, tire plus vers la Méditerranée. Pourtant, tu es un Méditerranéen et tu aimes la Méditerranée. Non, je ne regarde ni le nord ni le sud, je regarde l'est. D'accord. Parce que, parce que j'aime regarder vers l'endroit où le soleil sort. Et ce qui m'a toujours touché depuis que j'étais enfant, l'idée que depuis Trieste vers l'est, il y avait 12 000 kilomètres de terre sans interruption jusqu'à l'Amérique. Donc pour moi, le mystère, c'était l'Est, c'était pas l'Ouest. Même si mes premiers grands voyages ont été en France, dans l'océan, vers la Bretagne, la Gascogne. Mais ça s'arrête évidemment à un moment. Ah oui, là où le monde finit. Oui. On remercie Paolo Rumis de nous avoir raconté toutes ces histoires. Merci. Merci à vous. Merci à vous, merci de votre attention. Et je le signale pour ceux qui voudraient encore du Paolo Rumis, il y a une rencontre qui est organisée au Festival du Livre de Paris avec un dialogue qui va être formidable entre Paolo Rumis et Paolo Cognetti. Et c'est notre ami Fabio Gambaro qui présente ça. Je ne sais plus quand c'est. Toi, tu te souviens? C'est demain ou après-demain? Demain à 2h l'après-midi. Demain, 14h, au FLOP, donc au FLP. Paolo Cognetti, le jeune loup. Paolo Rumis, le vieux loup voyageur, en dialogue avec Fabio Gambaro. Les deux montagnards. Bah, il est montagnard aussi. Je suis un montagnard de mer. Oui. Comme un montagnard de mer, comme magistralement a défini, c'est une idée de Fernand Braudel. La perception pélagique Français. du monde. Oui. Voilà, tu en parles dans le film, si j'ai bien suivi. Merci encore. Et donc, ceux qui veulent encore plus de Paolo Rumis peuvent le voir en signature à l'extérieur de cette belle salle et demain, donc, au salon du livre avec Paolo Cognetti. Merci et bonne soirée.